Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision, via vos box. Vous nous retrouvez chaque soir en rattrapage, en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, les derniers moments clés de cette année 2025 avec notamment quelques décisions de politique monétaire attendues ces prochains jours qui sont pour l'instant bien balisées. La BCE ne fera rien, la Banque d'Angleterre baissera ses taux de 25 points de base et la Banque du Japon montera ses taux de 25 points de base. Tout ça a été parfaitement communiqué au marché. Les anticipations de ce point de vue-là sont bien ancrées pour terminer donc cette année 2025 et basculer dans les enjeux 2026 en matière de stratégie d'investissement. Nous aurons évidemment largement l'occasion d'y revenir avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Un petit mot de la séance du jour avec un actif dont on a assez peu parlé tout au long de cette année, c'est le pétrole qui voit les cours du brut un peu chahutés avec Donald Trump et l'administration américaine qui mettent de plus en plus de pression sur le régime de Nicolás Maduro au Venezuela. Donald Trump a annoncé un blocage des pétroliers sous sanctions entrant et sortant du Venezuela, précisant que le régime Maduro a été désigné désormais comme une organisation terroriste internationale par les États-Unis. Le pétrole remonte d'1,5, 2% aujourd'hui, mais ça n'enlève rien à la grande photographie de cette année 2025 pour le pétrole, qui est un des rares actifs à ne pas avoir délivré de performances positives, loin de là, puisqu'on a des cours du pétrole qui sont en baisse d'une vingtaine de pourcents depuis le 1er janvier de cette année. Et puis nous terminerons cette émission avec notre quart d'heure thématique consacré justement à la gestion thématique et nous ferons le palmarès des grandes thématiques de marché au terme de cette année 2025. 25 thématiques qui sont analysées par les équipes de Galilée Asset Management. Les tops, les flops, ce sera à suivre à partir de 17h45 en direct dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. C'est la saga de cette fin d'année dans l'univers de l'entertainment, Warner Bros, Paramount et Netflix. Le dossier continue. Oui, Warner Bros rejette la contre-offre de Paramount à près de 110 milliards de dollars. C'est la 6e fois que Paramount se voit éconduit de la sorte. Warner Bros est convaincu que son union avec Netflix offrira aux consommateurs un choix plus vaste et une meilleure valeur ajoutée. Pour rappel, Paramount proposait le rachat de tout Warner Bros Discovery quand Netflix propose de reprendre essentiellement HBO Max et le studio Warner Bros pour 72 milliards de dollars. Paramount cède 5%, Netflix en gagne 2,5% et Warner Bros est à l'équilibre. Et puis dans les opérations de marché, une nouvelle introduction en bourse pour une valeur technologique en Chine sur le marché de Shanghai. Oui, MetaX, c'est un fabricant chinois de puces d'intelligence artificielle, des GPU donc, qui, vous le savez, sont essentiels pour entraîner les modèles d'IA. MetaX a fait ses premiers pas en fanfare à Shanghai avec un titre qui s'est envolé de 750%. Si MetaX a reçu un tel accueil, c'est aussi parce que la Chine veut réduire sa dépendance aux puces américaines et à celle de Nvidia notamment. Résultat, chaque acteur local d'IA devient un enjeu stratégique national. De son côté, le titre Nvidia cède 2%. Du côté des indices actions, justement, on notera que le Nasdaq évolue sans véritable tendance aujourd'hui autour de l'équilibre. Oui, et le Dow Jones et le S&P 500 ouvrent sur une note positive, mais sans tendance réellement marquée. En Europe, les indices actions évoluent en ordre dispersé. Le Stoxx 600 est en légère hausse aujourd'hui. Le FTSE grimpe de plus de 1,5% grâce à une inflation qui ralentit plus que prévu. On y revient. En France, le CAC 40 cède légèrement du terrain, mais reste autour de 8100 points. Oui, effectivement, le CAC qui tient bien. Pour le Nasdaq, 1h30 après l'ouverture, on est quand même sur une baisse de l'ordre de 1% pour l'instant. Et donc, cette sous-performance du Nasdaq qui se confirme encore aujourd'hui. À Paris, le CAC 40 est plombé par Saint-Gobain ou encore Hermès qui cède aujourd'hui 2 à 4%. Quelles sont les valeurs qui permettent au CAC de se maintenir à l'équilibre ? Société Générale qui est en hausse pour la 3e séance consécutive. La banque soutient le CAC 40 avec un titre
qui progresse encore de 3,5% et qui est au plus haut. Et c'est grâce à Bank of America. La banque américaine a intégré la valeur à sa liste Europe One ainsi qu'à ses 25 valeurs favorites pour 2026. Revenons donc à la macro et l'inflation britannique notamment, qui permet au FTSE de monter, au taux britannique de se détendre, avec l'idée que la Banque d'Angleterre pourra baisser ses taux directeurs demain. Pour le mois de novembre, l'inflation ralentit plus que prévu. Elle recule de 0,2% sur un mois et progresse de 3,2% sur un an, après une hausse plus marquée de 3,6% en octobre. En version cœur, l'inflation progresse de 3,2% sur un an. Là aussi, c'est moins qu'attendu. Concernant l'inflation en zone euro, elle a été révisée en légère baisse en novembre, en hausse de 2,1% sur un an. Enfin, l'indice IFO allemand du climat des affaires ressort inférieur aux attentes à 87,6 au mois de décembre. Qu'en est-il des équilibres observés sur les marchés obligataires aujourd'hui, Pauline ? Le rendement du gilt britannique à 10 ans se détend d'environ 5 points de base en dessous de 4,50%. Le rendement allemand à 10 ans est stable autour de 2,85%. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est stable également autour de 4,15%. Un mot du pétrole qui est chahuté après des annonces de Donald Trump. Le baril de Brent gagne environ 2% aujourd'hui, mais reste sous $60. Total Energy en profite, le titre gagne 1%. Quel sera le programme demain à l'agenda des investisseurs ? Les investisseurs prendront connaissance demain de la décision monétaire de la Banque centrale européenne qui devrait laisser inchangés ses taux, ainsi que celle de la Banque d'Angleterre qui, elle, devrait les abaisser de 25 points de base. On attend aussi évidemment l'inflation américaine pour le mois de novembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Pierre-Alexis Dumont nous rejoint, le directeur des investissements de Sycomore Asset Management. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir Grégoire. Guillaume Laconi est avec nous également ce soir, gérant Action Européenne chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, ravi de retrouver également Elias Gallou. Bonsoir Elias. Bonsoir Grégoire. Vous êtes stratégiste chez Bank of America Global Research avec une dernière enquête pour cette année 2025 conduite comme chaque mois auprès des grands gérants d'actifs internationaux et qui fait beaucoup parler Elias, parce que dans cette enquête il y a un record. Jamais les gérants d'actifs n'ont détenu aussi peu de cash dans les portefeuilles. On est à peine 3% de cash détenu en moyenne par les grands gérants d'actifs internationaux. Et même au sommet des plus grandes bulles de ces dernières années, jamais les gérants n'avaient détenu aussi peu de cash. C'est la grande nouvelle de notre Fund Manager Survey, c'est-à-dire, je vous rappelle, Grégoire, c'est une enquête d'opinion auprès d'investisseurs institutionnels qui date depuis le début du siècle. On a des données qui, en particulier pour ce qu'on appelle l'allocation cash, qui date depuis 1999. Et en fait, au cours des quasi 25-27 dernières années, jamais l'allocation cash n'était tombée à 3,3%, qui était ce qu'on a vu aujourd'hui en ce mois de décembre, qui montre en fait une chose, que les investisseurs ont capitulé. On en parlait juste avant, c'est une capitulation des investisseurs vers en fait une performance assez exceptionnelle des actifs risqués depuis 3 ans en fait, et le début de ce cycle IA. Et on termine 2025 qui est par des performances exceptionnelles, que ce soit pour les actions, que ce soit pour les obligations d'entreprise, l'or, tout a très bien fonctionné en 2025. Ouais. À part le dollar, le pétrole, mais voilà, c'est les petites exceptions de l'année. Non, mais cette idée de capitulation, qu'est-ce que ça nous dit aussi de la manière dont ces investisseurs institutionnels ont traversé 2025 ? Ça a été un pain trade tout au long de l'année pour certains investisseurs professionnels, institutionnels, Elias ? En fait, il faut se rappeler du positionnement début 2025. On se rappelle, début 2025, on commençait avec l'élection de Trump, avec ce programme qui était très en faveur de Wall Street. Donc, les investisseurs institutionnels s'étaient positionnés très en faveur des actions américaines, en faveur du dollar. Et en fait, on jouait vraiment le thème de l'exceptionnalisme américain au carré. Vient ensuite Liberation Day, les tensions commerciales, et les investisseurs institutionnels ont pris peur, ce qui fait qu'ils se sont positionnés beaucoup plus défensivement, notamment au mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe au mois d'avril ? On a eu les investisseurs retail qui sont venus soutenir le marché. Et en fait, depuis, les investisseurs institutionnels courent derrière la performance
Et là, enfin, on a vu ce bond d'optimisme qui fait que les investisseurs sont aujourd'hui les plus optimistes depuis 3 ans et demi. Vous avez 25 ans, plus de 25 ans d'historique justement sur cette série. Elias, chez Bank of America Global Research, quand on rentre 3,3% de cash dans un modèle, qu'est-ce que ça donne en prédictif sur un horizon d'1 ou 2 mois, par exemple, de marché? 3-3, on ne sait pas puisqu'on l'a jamais vu. C'est nouveau. Mais on peut identifier les moments où l'allocation cash est tombée sous 3,6%, qu'on considère être un niveau très faible déjà. Et il y a eu 9 mois, historiquement, lorsque l'allocation cash était sous 3,6%. Dans les 4 semaines qui ont suivi une telle baisse, eh bien, les actions globales, l'indice MSCI ACWI, la performance a été de moins 2%, et pendant les 8 semaines qui ont suivi, c'était une performance nulle. Donc en fait, cet indicateur dit que le marché, eh bien, globalement, il y aura peu de direction au cours des 2 mois à venir. Le marché a besoin de respirer un peu, Pierre-Alexis. Est-ce que vous convergez vers l'analyse qu'on peut faire de ce rapport, de cette enquête? Cet indicateur étant évidemment un indicateur très contrariant. Oui, c'est un indicateur contrariant, mais en général, c'est un indicateur contrariant qui marche assez bien. Mais, alors, il marche mieux d'ailleurs quand les niveaux de cash sont très très élevés. D'accord, c'est le moment de revenir. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez le VIX, c'est la même chose. Oui. Le VIX très élevé, ça marche quasiment systématiquement d'avoir un retour. Là, on peut rester dans des périodes relativement longues c'est un équilibre qui peut durer. De volatilité bas, et c'est pareil pour le cash. On a eu historiquement des niveaux de cash relativement bas sur cette rencontre que moi je suis, donc voilà. Et voilà, là on est à un niveau extrême, c'est sûr que, et je suis totalement en phase avec ce qui a été dit, on a un niveau d'optimisme de la part de l'ensemble des investisseurs, tout le monde est constructif, un peu en réaction d'un excès de pessimisme sur les 2 ou 3 dernières années, début 2025. On a passé encore l'année 2025 à évacuer le risque de récession, ou à penser au risque de récession. Avant, le risque géopolitique, le manque de visibilité, le risque inflationniste. Et comme le pire n'est pas arrivé, finalement, on se dit... Et au final, le pire n'est pas arrivé. Et l'économie s'est adaptée. 2, les entreprises se sont adaptées. Et je pense que l'une des grandes leçons, et c'est vrai qu'il y a une capitulation, c'est que finalement, jusqu'à, à mon avis, un point de rupture qu'on ne connaît pas, on a une capacité d'adaptation de l'économie qui fait que, bon an, mal an, cela fonctionne. Après, si vous regardez un peu en finesse, vous voyez quand même que on a une hausse qui est un peu en trompe-l'œil. Voilà. Vous avez une hausse qui est très concentrée, qui est très segmentée sur quelques segments. Si vous regardez les small caps américaines, elles ne sont pas du tout, ou les small caps européennes. Voilà. Donc attention. Il y a eu une hausse, mais tout le monde n'y a pas participé encore. Et ce fameux économie en cas, tout le monde. Les consommateurs n'en ont pas tous profité et les entreprises n'en ont pas toutes profité. C'est une valeur ajoutée qui est très concentrée. Et je pense que la bonne question à se poser en 2026, c'est est-ce qu'il faut rester optimiste? Nous, on a plutôt tendance à penser que en effet, il faudra être vigilant. Sur un certain nombre de risques, l'inflation, l'économie, voilà. Là, en effet, si on a de la déception sur la croissance économique, il y aura des corrections, c'est évident. Il n'y a plus du tout de marge de manœuvre, et de degré de marge de manœuvre à une déception sur le couple inflation-croissance. Ça, c'est évident. Soit vous avez plus de croissance avec peut-être un peu plus d'inflation. Sinon, si vous avez moins de croissance, vous avez intérêt à ce qui est... Powell nous dit il y aura plus de croissance et moins d'inflation. Voilà. Il nous vend quand même la perfection, quoi. C'est la perfection. Donc voilà. Et après, je pense la bonne question, c'est 2026. Voilà, comment continuer à être constructif et où faut-il se positionner? Est-ce qu'il faut se positionner sur la diffusion de l'IA hors des magnétos? Mais ça veut dire que pour vous, le risque, c'est plus aujourd'hui un risque de marché qu'un risque macro pour 2026? Je pense que les deux sont liés. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, les valorisations sont relativement pleines, qu'on attend des gains de productivité liés à l'IA de façon dans les 3 ou 4 prochaines années, et si ça n'arrive pas, il y aura une déception. Voilà. Et donc, la question est maintenant, dans cette période de transition, le rythme
d'adoption de l'IA et les gains de productivité à court terme que cela crée. Je pense qu'on est tous convaincus qu'à moyen long terme, voilà, c'est un vrai changement. Ouais. Maintenant, voilà, il y a toujours cette période. La question étant voilà, quand ça monétise quand et ça qui monétise, monétise. voilà. C'est ça. Et ça, je pense que c'est la bonne question à se poser en 2026. Sur les perspectives, dans votre univers d'investissement, Guillaume, donc le terrain européen, les actions européennes, quelle est la vision que vous avez du setup macro européen chez Edmond de Rothschild pour 2026 ? Est-ce que tout ça reste un environnement dans lequel on peut être constructif pour les actions européennes ? C'est vrai que l'Europe génère traditionnellement moins d'excitation ou d'enthousiasme que la Chine ou les États-Unis, bien sûr, mais l'Europe délivre quand même. Bah, l'Europe, elle a délivré cette année, Ouais. parce que les indices européens, ils sont en hausse de 18 ou 20% au niveau global. Il y a même les pays d'Europe du Sud qui font beaucoup mieux, l'Allemagne également. Donc c'était une bonne année de performance, mais qui visait après 2024, qui était déjà une bonne année, et la fin 2023 aussi, qui était plutôt favorable. Quand on essaie de décomposer la performance du marché action, en fait, cette année, c'est un petit peu de dividendes. Donc, il y a 3-4% de dividendes. Donc, on a tendance un peu à l'oublier, le dividende. Mais finalement, quand on le compound année après année, ça permet de faire un petit peu de faire de performance. Ouais. Et tout le reste de performance, c'est uniquement du re-rating, donc de la revalorisation. Parce que ce qui a manqué cette année en Europe, c'est évidemment la croissance bénéficiaire. Une fois encore, j'ai envie de dire, Guillaume. On finit l'année à 0, 1% en fonction des indices qu'on regarde. Bon, il y a différents éléments qui expliquent pourquoi on est passé des 7-8 qu'on attendait au début de l'année à 0, et on pense qu'un certain nombre de ces éléments ne vont pas se reproduire en 2026. Mais très clairement, pour l'année prochaine, le moteur de performance sur lequel on table, c'est la croissance bénéficiaire et pas la revalorisation, comme ça a été exprimé. Même si en Europe, on n'a pas des niveaux de valorisation qui sont aussi élevés qu'aux États-Unis. Aujourd'hui, on est sur la moyenne longue et je vois pas de catalyseur pour qu'on aille clairement au-dessus si on n'a pas de croissance bénéficiaire. Qu'est-ce qui fait qu'on peut y croire pour 2026 ? Je parle de croissance bénéficiaire positive à l'arrivée de l'année, Guillaume, quand ça fait 3 ans, effectivement, qu'on arrive à 0, proche de 0. Bah, déjà, un élément qui était très négatif cette année, c'était le dollar. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il a dû se déprécier d'à peu près 15%, je pense, en quasi-ligne droite contre euro au cours du premier trimestre de l'année. Donc ça, c'est quand même un headwind qui est assez important. Enfin, la règle, globalement, c'est que plus ou moins 10% sur le dollar, ça fait plus ou moins 3 ou 4% sur les bénéfices globaux de l'indice. C'est à différencier par secteur, mais au global, c'est la règle qu'il faut avoir. Donc si vous faites la règle de 3, on va arrondir à 15%. Vous faites la règle de 3, sur les 8 qu'on attendait, il y en a déjà 4 ou 5 qui sont partis dans la devise. L'autre point aussi, c'est que il y a eu peut-être un sujet qu'on abordera. Il y a eu un espèce d'emballement au début d'année sur le plan de relance en Allemagne et qui s'est toujours pas finalement avéré être mis en place. Donc là aussi, du coup, ça a été un négatif pour le marché. Mais bon, on a tendance à être optimiste en se disant que ce plan allemand va commencer à délivrer à partir de l'année 2027. Puis l'autre point à avoir en tête aussi, c'est ce qu'on répète toujours à nos clients, c'est que acheter des actions européennes, c'est en rien acheter un proxy du PIB de l'Europe. Parce que les sociétés européennes, déjà en termes de secteur, elles ne sont pas du tout représentatives du PIB de l'Europe. Je prends juste l'exemple de la France. En France, 30% de la CAPI, c'est des sociétés industrielles. Si les sociétés industrielles faisaient 30% du PIB en France, je pense qu'on le saurait. Et il y a la diversification géographique. Donc c'est vraiment aujourd'hui, quand vous achetez des sociétés sur les marchés actions européens, vous achetez des sociétés cotées en Europe, mais des sociétés internationales qui réalisent leur activité aux États-Unis, en Europe et également en Asie. C'est d'autant plus vrai quand on est dans les large caps. Exactement. Et c'est assez équilibré, en fait, finalement. Donc, il faut essayer aussi de, quand on construit nos portefeuilles, de se départir de cette vision un petit peu. À l'Europe, il y a des sujets politiques, comme toujours. Ça fait 25 ans que je fais ce métier. Ça fait 25 ans qu'il y a des sujets politiques en Europe. Ça fait 25 ans que la croissance potentielle en Europe est inférieure aux États-Unis. Bon, quand vous regardez... Et qu'il y a toujours des gens pour nous rappeler pourquoi, et que ça ne marchera jamais. Bien sûr, on connaît tous la même histoire. Néanmoins, le marché equity, sur les 25 dernières années, il a permis de gagner quand même pas mal d'argent. Donc, c'est un petit peu la manière dont on appréhende l'année. L'autre point aussi que je voudrais mentionner, c'est que à l'image des États-Unis, la performance du marché action en Europe, elle a été très polarisée. Enfin, le secteur des banques, au global, il a dû prendre avec le dividende 70 ou 80% de perf. À l'inverse, vous avez les médias qui va être le plus mauvais secteur, qui est à moins 15. Donc ça fait quand même une ampleur, enfin une divergence de performance qui est extrêmement forte. Et elle a commencé un petit peu à se réduire en fin d'année.
il y a tout un panier qu'on appelle les AI losers, donc les sociétés qu'on avait vues comme étant les perdants indéfinis de développement de l'IA, donc la IT services, les agences de pub. Les Capgemini, les Publicis, enfin pour citer des noms emblématiques. Hein, Capgemini et Publicis, c'est contre-intuitif, mais depuis le 1er septembre, ça monte en absolu et ça fait mieux que le marché. Parce qu'en fait, on était, à notre sens... Le marché exagéré sur ces histoires de winners et de losers. Le marché fait toujours deux choses. Un, il anticipe, et deux, il amplifie. Et là, il avait vraiment anticipé la fin du monde et il l'avait amplifié en termes de décode de valorisation. On y reviendra effectivement, ce thème des winners et losers. C'est un peu tarte à la crème, mais c'est quand même la question que tout le monde se pose et à laquelle on n'a pas encore de réponse peut-être définitive. La preuve, le marché est capable de changer de perception sur certains titres qui ont été vus comme des losers pendant un moment. L'idée des banques, ça m'amène aussi, toujours à votre enquête chez BofA, Elias, à ces fameux trades surpeuplés. C'est-à-dire, où est-ce que le positionnement des investisseurs est le plus intense d'une certaine manière, et avec le recul d'analyse que vous pouvez avoir chez BofA par rapport à cette enquête, quels sont les trades qui vous paraissent les plus fragiles peut-être aujourd'hui dans le marché? Bien sûr, si on voit le positionnement entre les classes d'actifs, les investisseurs institutionnels nous disent qu'ils préfèrent de loin, on parle de surpondération, ils sont le plus surpondérés sur les indices actions monde pour avoir cette exposition US, pour avoir cette exposition pays émergents, mais aussi sur les régions, c'est l'exposition pays émergents qui revient le plus souvent. Pourquoi est-ce que les investisseurs internationaux préfèrent les actions des pays émergents? Tout simplement parce que l'un des thèmes qui revient le plus et pour lequel la confiance est la plus forte pour 2026, c'est vraiment en fait ce thème de la dépréciation du dollar, ce dollar debasement qui va se poursuivre. Qu'est-ce qu'on appelle dollar debasement? C'est en fait un dollar qui devient de moins en moins fort. C'est juste une dépréciation du dollar. Le dollar se déprécie par rapport aux autres devises, mais surtout le dollar se déprécie par rapport à l'or et aux métaux précieux. C'est là où on voit en fait le debasement. Et de l'autre côté, les investisseurs sont très optimiste sur les commodities, les matières premières. Dans cette histoire de commodities, il faut distinguer entre les métaux industriels, le cuivre par exemple, qui fait partie du cycle IA, et l'énergie, le pétrole et gaz, sur lequel on voit que le positionnement est très pessimiste, on va dire, sous-pondéré. Par secteur, il y a 3 secteurs qui reviennent énormément. Ce sont les bancaires, la pharma et la tech. Si en fait on voit, Grégoire, si on prend une vue un peu plus haute, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les investisseurs nous disent qu'ils sont extrêmement surpondérés du thème de l'IA. Parce que, en fait, on a identifié à Bank of America les 2 secteurs des bancaires et de la pharma comme étant les gagnants de l'adoption de l'IA. La tech, c'est évidemment ce qui fournit l'IA. C'est pour ça qu'on a ces 3 secteurs qui bénéficient de la plus grosse pondération. Les actions, parce que les investisseurs anticipent en fait des politiques en 2026 qui vont énormément aider le consommateur, soutenir encore une fois l'économie. On a une grande échéance qui est l'élection des midterms aux États-Unis en novembre. Et enfin, les matières premières, parce que ce sont les matières premières qui vont alimenter en fait la machine IA. Ouais. Tout simplement. Intéressant, tiens, ça nous amène effectivement l'IA, le secteur de la santé, le secteur bancaire pourraient être les secteurs, ou en tout cas là où on trouverait les entreprises les plus agiles pour adopter de la meilleure manière possible ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle et créer du chiffre d'affaires et du bénéfice supplémentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée-là? Et dans l'idée des winners et losers, comment est-ce qu'on navigue justement en 2026 là-dessus, Pierre-Alexis? Dans les winners et les losers, souvenons-nous qu'Alphabet était vu comme un loser, c'est maintenant est devenu un winner. Et ça a pris 80% depuis le mois de juin. Voilà. Donc ça va aller vite. Et un des risques clairs de l'IA, c'est l'obsolescence technologique. Et donc quand vous êtes sur les créateurs de la technologie, vous prenez un risque supplémentaire d'obsolescence technologique puisque ça va très vite. Visiblement, la nouvelle génération de ChatGPT qui va sortir est encore mieux, etc. Donc, on est dans ce risque-là. Donc, nous, on est tout à fait d'accord que ce qui nous semble logique aujourd'hui pour 2026, dans l'arrivée à maturité de l'IA, qui devient vraiment un phénomène, c'est-à-dire que maintenant qu'on parle de 400 milliards d'investissements rien que pour les Magnificent Seven, c'est une contribution d'un point au PIB américain, ça va être 0,6 en 2026, donc c'est de jouer la diffusion. La diffusion, vous pouvez la jouer sur les CAPEX, donc ça, vous connaissez, l'énergie, les data centers et autres, ça, on l'a bien. Voilà. Et la deuxième, qui est à mon avis l'éléphant dans la pièce,
c'est l'usage. Ouais. Donc, quelles sont les entreprises? Et pour nous, il y a trois... Et là, il n'y a rien, de gelé pour l'instant. Pour l'instant, un Publicis a pu être vu, moi je me souviens très bien, 2023, Publicis fait une super année, je crois, juste après l'arrivée de ChatGPT, on se dit, ouais, c'est les créateurs, ils vont se saisir de l'IA. Puis ensuite, ça a été vu comme un loser, et puis là, depuis septembre, le marché corrige un peu, enfin bref... La même boîte peut passer par tous les statuts de ce produit. Et là, Capgemini est revenu comme plutôt un winner, parce qu'il va falloir mettre en place. On voit bien que les solutions IA, ça se met pas en place tout seul. Vous avez REL qui était vu comme un winner et maintenant qui est vu comme un loser. Mais on va naviguer tous les 3 mois avec un marché qui va changer de... Ça, c'est les conséquences de l'obsolescence technologique. C'est-à-dire qu'on ne sait pas bien. On sait que ça va avoir des gros effets. À un moment, on voit un risque, puis on le voit, il se déplace à un autre endroit. Donc, l'idée aujourd'hui là-dessus, c'est que nous, on croit à ce thème. Alors, ça va jouer d'un point de vue sectoriel. Pour nous, il y a 3 gros indicateurs qu'il faut regarder. Un, la productivité. Donc, est-ce que ça va faire progresser la productivité de l'entreprise? Donc, ça, vous regardez très simplement le chiffre d'affaires par employé. Donc, est-ce qu'il progresse? Voilà, ça c'est assez simple. La deuxième, c'est est-ce qu'il y a des plans IA avec des budgets attachés? Et pas, moi je fais de l'IA, mais on ne sait pas trop comment. Hein. Voilà, ça c'est donc il faut regarder. J'ai acheté Copilot. J'ai mis Copilot à mes employés. Bon, ok, super. On peut commencer par là. Hein, oui. Et le troisième, c'est est-ce que vous avez beaucoup de main d'œuvre et est-ce que vous utilisez beaucoup de data dans vos business models de telle façon à ce que l'IA puisse pas d'IA sans data interagir rapidement. Et c'est vrai que là vous avez 4-5 secteurs qui ressortent, la banque, banque assurance, voilà, et on a vu parce que beaucoup de données, parce que beaucoup de données et beaucoup de tâches à automatiser. Voilà, maintenant il y a des KYC, des entrées en relation qui sont entièrement gérées chez ING par exemple via l'IA. Ils sont en train de mettre ça en œuvre. Voilà. Donc ça, c'est évidemment dans ce secteur-là, il y a en effet pas mal de choses à faire sur... Vous savez aussi bien que moi qu'on travaille encore avec des feuilles de papier pour des souscriptions, pour beaucoup de choses encore dans ces métiers-là. Tout le monde n'est pas encore ING de ce point de vue-là, peut-être. Voilà, donc vous avez tout ce qui est service aux entreprises, vous avez la partie distribution aussi, qui peut... Voilà, il y a Walmart est vu comme un grand gagnant de l'IA, pas les autres aujourd'hui, pas les autres retailers. Pourquoi? Bon, ça peut évoluer, ça il faut regarder. Il y a des initiatives qui sont mises en place dans cette partie-là, et potentiellement aussi la santé, où on a des gains potentiels de rapidité de mise sur le marché. Ma question, c'est est-ce que c'est juste une histoire de productivité ou est-ce que c'est aussi du chiffre d'affaires supplémentaire? C'est pas tout à fait les mêmes histoires pour l'investisseur à l'arrivée, parce que ça peut être de la productivité, mais ça peut être aussi, je sais pas, déflationniste du point de vue du chiffre d'affaires à un certain point. Pour moi, ce sera sectoriel et intrasectoriel. C'est-à-dire que ce que vous disent les entreprises, c'est que elles vont quand même beaucoup réinvestir les économies faites dans l'IA pour gagner des nouveaux clients. Donc vous le verrez soit par la productivité, soit par la progression du chiffre d'affaires. Mais en tout cas, pour nous, c'est une thématique majeure sur l'IA l'année prochaine. Guillaume, pour poursuivre la discussion, je veux bien qu'on revienne au secteur bancaire, parce que évidemment, si vous n'aviez pas de banque cette année, c'était difficile de faire de la perf en Europe. Si vous n'aviez pas de banque depuis 5 ans, c'était difficile de faire de la perf en Europe. Ou en tout cas, c'est un secteur fort depuis 5 ans qui surperforme, même je crois le Nasdaq. Je me tourne vers vous, désolé Elias, pour parler du Nasdaq, je sais, Bank of America, mais qui surperforme le Nasdaq depuis 2020. Je ne pensais pas poser un jour cette question dans ma carrière. Est-ce qu'il y a une bulle sur les banques européennes aujourd'hui, notre réponse simple, elle est non. C'est que certes, on a eu 5 ans de surperformance, mais avant, on a eu une décennie complètement perdue pour les banques. Donc ça, c'est le premier élément de la réponse. Deuxième point, c'est que quand on regarde la valorisation du secteur bancaire, alors oui, les valorisations, elles ont doublé, mais on partait de PE qui était à 4 ou 5. Aujourd'hui, le secteur est plus aux alentours de 10. Effectivement, on a fait un bon bout de chemin. Mais quand on regarde le secteur, il est moins régulé qu'il ne l'était auparavant. Enfin, on va dire plutôt, on a connu 10 ans où, année après année, on avait davantage de réglementation. Un choc réglementaire permanent. On est arrivé à une sorte de plateau. Et là, au moins en Europe, on a même l'espoir qu'on pourrait commencer à redescendre. Donc ça, c'est un élément qui est positif. Deuxième point, c'est que l'environnement de taux, il reste quand même très favorable pour les banques.
On en a parlé, la macro européenne, on n'est pas en train de sauter sur la table, mais globalement, elle a bien tenu cette année et on a de bonnes raisons de penser que l'année prochaine, ça va aller mieux. Le coût du risque, il est largement sous contrôle. Au niveau des coûts, monsieur vient de l'évoquer, les banques, effectivement, on est tous bien placés pour savoir qu'il y a énormément de data, il y a énormément de process qui sont très très récurrents, donc il y a un boulevard en termes de coûts pour automatiser tout cela. Et les banques sont quand même des très gros animaux, donc ils ont les moyens financiers, en fait, De déployer ce genre de déployer ce genre de solutions. Et puis, le troisième élément, c'est que c'est un secteur qui génère structurellement plus de cash qu'auparavant. Les fusions transnationales en Europe, on a compris que c'était compliqué. Et les managements ont compris que les investisseurs n'aimaient pas trop que le cash s'accumule au bilan. Donc en fait, c'est un secteur qui devient un vrai pourvoyeur de dividendes et de rachats d'actions. Ouais. Donc en fait, il continue à cocher beaucoup de cases. Alors, vous dire, est-ce que l'année prochaine, le secteur bancaire va prendre 80%? Je ne pense pas, c'est pas notre scénario. Non, ouais. Mais est-ce que ça reste un secteur qu'on a envie de privilégier aujourd'hui? Oui, quand on fait la liste de tous ces éléments positifs, oui. Est-ce qu'il y a des choix à faire? Il y a des banques qui ont pris de l'avance, je pense notamment aux banques italiennes, espagnoles, etc., par rapport à des banques cœur de zone qui ont bien performé, mais avec un peu moins de flamboyance. Nous, en termes de banques, c'est les banques dans lesquelles il y a ce qu'on appelle du self-help, c'est-à-dire qui maîtrisent finalement leur devenir. En clair, les sociétés sur lesquelles on joue essentiellement une amélioration de la base de coûts. On l'a évoqué, je crois, un petit peu tout à l'heure. Société Générale, c'est une banque qui coche ces cases-là. Finalement, sur Société Générale, c'est essentiellement une question d'exécution, de mise en place du plan qui nous a été annoncé il y a maintenant 2 ou 3 ans, plus qu'une question de savoir est-ce que le PIB européen va passer de 1,6 à 1,8. Ah ouais. C'est mieux qu'il soit 1,8 qu'un 1,6, mais c'est pas le gros de l'histoire. Et donc on aime bien finalement ce genre de société, et on est pas au début de l'histoire, mais on pense qu'il y a encore du chemin à faire. Donc, un mot d'un autre secteur qui a été un secteur pilier pour les performances en Europe, c'est tout ce qui tourne autour de la défense, des dépenses d'investissement liées à la défense, qui sont des dépenses d'investissement public en grande partie aujourd'hui, Guillaume. Le marché, quand on change de paradigme, le marché aime bien mettre un prix assez vite sur les choses. Est-ce qu'on a déjà mis un prix assez élevé sur ce thème de la défense ? Je parle d'un point de vue boursier, bien sûr. Ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de continu? Le secteur de la défense, c'est un secteur qui est assez débattu aujourd'hui pour les raisons que vous venez d'évoquer, parce qu'il a eu une performance vraiment très bonne, et en partie drivé par du re-rating. Enfin, là aussi, pareil, il y a doit-on changer de statut? Il y a 3 ans, c'était un secteur dont c'était l'équivalent du tabac, quoi. Personne ne voulait en entendre parler. Rheinmetall, ça s'est payé quoi, 60 fois à un moment, Rheinmetall, peut-être. Ouais, c'est ça. Enfin, ça vient de 7 fois. Et ça vient de 7. Donc il y a eu un énorme re-rating. Donc cette phase-là, elle est derrière nous, voire même potentiellement, on a du de-rating. On l'a vu récemment lorsque le secteur a corrigé de quasiment 20 ou 25% en quelques semaines. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est de la croissance des bénéfices. Des bénéfices. D'accord. Après, mais ça devient des secteurs qui se normalisent alors. Bah oui, forcément. Rien qu'avec l'effet de base, déjà, on a cette normalisation. Après, j'allais dire, le fond de l'air pour la défense en Europe, il reste quand même plutôt favorable pour ces sociétés, parce que globalement, on a 25 ans de sous-investissement derrière nous. Et on a compris 2 choses, c'est que la Russie était une menace qui était structurelle et que les Américains en avaient marre de payer et qu'ils ne le feraient pas. Donc ça restera. L'éléphant dans la pièce, boursièrement parlant, et c'est là-dessus que le marché réagit beaucoup, c'est à chaque fois qu'on a un news flow sur cessez-le-feu ou pas en Ukraine. Ouais. Voilà. Donc là, il est certain que si on a un cessez-le-feu en Ukraine, le secteur de la défense, il va corriger, parce qu'on a tout un pan de la défense qui aura un. Mais ça ne veut pas dire que c'est un secteur dont il faudra sortir forcément. Ça veut pas dire qu'il faut sortir forcément, parce que derrière, il y a quand même des tendances sous-jacentes qui sont très très longues, et c'est une industrie vraiment de cycle long. Enfin, quand on parle aux industriels de la défense, ils parlent à 10 15 ans parfois, et donc il faudra garder ça en tête quand on apprécie le potentiel du secteur. Je reviens sur les questions d'IA, Elias, avec vous. C'est une des grandes nouveautés aussi de ces derniers mois et de cette année 2025. L'IA devient un sujet crédit désormais. C'est un nouveau driver ou un nouveau déterminant dans ces marchés de crédit, avec des émissions massives réalisées par des entreprises alors qui émettaient sur ces marchés de crédit, mais pas à ces niveaux-là.
En fait, pour moi, c'est peut-être le développement le plus important de 2025. J'ai un jour clé qui me revient en tête systématiquement, c'est ce fameux 19 septembre, lorsque Oracle annonce ses émissions obligataires de l'ordre de 18 milliards, qui ont été suivies par des émissions jumbo de Meta, d'Amazon. Et en fait, en 2 mois, il y a eu plus de 80 milliards d'émissions de ces hyperscalers, une partie des 7 magnifiques. Et en fait, quelle est la signification cyclique de ces émissions? C'est que l'IA, qui était depuis fin 2022 un thème action, est devenu un thème systémique. Et à partir de maintenant, les credit vigilantes, pour reprendre l'expression du monde vigilantis, mais les credit vigilantes vont décider du tempo de la croissance des investissements décidés par les CFO. Et en fait, ça change la dynamique, puisque depuis 2023, on a eu 3 années consécutives avec des gains de au moins 10% du S&P 500. Mais à partir de là, une fois que le crédit s'en mêle, il est beaucoup plus difficile en fait de montrer de l'exubérance en annonçant des chiffres de capex mirobolants. Et c'est là où je pense qu'à partir de maintenant, en fait, la capacité de croissance du prix, de revalorisation, elle sera décidée par les investisseurs obligataires des entreprises de la tech. Ça veut dire peut-être un peu moins d'exubérance du côté des equity, mais ça veut dire aussi quelque chose de plus sain quand même. À partir du moment où les obligataires ou les gens du crédit sont dans le jeu, comme vous dites, ça met des garde-fous solides et sérieux, quoi. Absolument, ça met des garde-fous, ça réduit le potentiel. Non pas que les investisseurs actions soient pas solides et sérieux, mais on connaît la différence de vue entre ces 2 types d'investisseurs. J'ai fait mes armes du côté crédit, donc bon, il en reste toujours quelque chose. C'est souvent le crédit en fait qui décide des cycles actions. Et par contre, aujourd'hui, ce qui est assez remarquable, c'est qu'on termine l'année, par exemple, avec la 15e plus grosse capitalisation boursière du S&P 500, Oracle, qui traite à des niveaux de CDS, c'est-à-dire pour se couvrir contre le risque du défaut d'Oracle, à un niveau en fait considéré comme high yield. Donc aujourd'hui, on considère que Oracle est quasiment une entreprise côté high yield. Si Oracle passe effectivement du côté high yield, ils sont encore triple B+, je crois. Pour le moment, ils sont triple B. Triple B. Si Oracle, c'est 95 milliards d'encours de dette obligataire. Si Oracle passe du côté high yield, eh bien vous avez le plus gros fallen angel. Vous savez, cette entreprise qui passe de investment grade à high yield de l'histoire, jamais enregistré. Et c'est quand même un point assez important, parce qu'en fait, ça veut dire que à partir de maintenant, à partir du mois de septembre, les spreads de crédit vont commencer à s'écarter. Et lorsque les spreads de crédit s'écartent, c'est toujours plus compliqué pour le marché action de délivrer en termes de performance, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les CFO de ces entreprises de la tech, ils vont être beaucoup moins enclins à effectuer des buybacks. Et les buybacks, c'est le principal moteur des actions depuis 2009. Donc ça peut vraiment changer en profondeur la dynamique de la partie action pour ces entreprises-là. Ça la change, déjà. Ça la change déjà, puisqu'on voit que, par exemple, on a une recomposition des 7 magnifiques. Et j'ai vu aujourd'hui, par exemple, que Tesla était au plus haut historique. Google est ça revient là, dans le top 10 des capitalisations boursières américaines. Donc les choses changent très rapidement. Bien sûr. Ouais. Effectivement, cette arrivée des hyperscalers dans les marchés de crédit, ça change la donne. Dans quelle mesure, quand vous regardez ces marchés, Pierre-Alexis, et l'autre question que j'aime bien poser désormais, c'est est-ce qu'il y aura de la place pour tout le monde? Est-ce que la dette de Google, Meta, j'ai aucun doute qu'elle va s'arracher, que tout le monde en voudra, l'afficher dans ses portefeuilles, avec un peu d'extra yield peut-être pour que tout ça passe bien. Mais pour des émetteurs plus traditionnels qui vont avoir besoin de se financer, de se refinancer, est-ce qu'il y aura la demande en face l'an prochain? Ou est-ce que, par effet miroir, il y aura des émissions plus difficiles pour d'autres secteurs? Alors, oui, je vous le disais, 2026, c'est le moment du reality check pour l'IA. Ça, c'est sûr. Il va plus suffire de dire « Ah, je fais 100 milliards d'investissements dans je sais pas où, puis moi, j'en fais 100, et moi, j'en fais 250 parce que je fais plus que toi. » Voilà. Il y a un moment, en effet... the real money arrive, et donc parce que l'actif cœur, ça reste quand même en encours, c'est la dette. Les actions, c'est tout petit. Donc, et là, en effet, on le voit avec Oracle.
Je pense que les gens qui ont acheté le Oracle le jour de l'annonce avec OpenAI, de l'annonce des résultats, oui. un des plus belles portes de salut Ce qui est dingue, c'est qu'un mois avant, ça prenait 30% en une séance. En une séance, vous sur l'annonce d'un deal avec OpenAI. Voilà. Et donc voilà. Donc attention, ça, je pense que ça met en exergue en effet qu'il y a une dynamique générale qui est très forte, mais du risque individuel qui est à mon avis plus fort. Et il y aura plus de tri. Ça, c'est évident. Voilà. Et de ce fait, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est que l'Europe, c'est anticonsensuel. L'IA, c'est le consensus. L'Europe, c'est anticonsensuel. Si vous voulez vous diversifier, l'Europe, ça me semble... Parce que là, vous avez une asymétrie positive. Plus personne ne croit au plan de relance allemand. Je rappelle, moi, ça fait 30 ans que je suis sur les marchés. Le plan de relance allemand, c'était le catalyseur majeur pour investir en Europe. 6 mois après, plus personne n'y croit. Donc vous avez une asymétrie positive intéressante. Et dernier point, vous voulez, je dépasse l'horaire, mais sur l'effet d'éviction, pour moi le risque il est sur les Govis. Voilà. Ça. On préférera de plus en plus le crédit au Govis. On préférera Meta à la France. Ça c'est, je vous le dis. Voilà. Alors si on veut être encore moins consensuel quand on regarde l'Europe, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on appelle la quality growth, Guillaume, qui sont des secteurs, alors il y a le luxe traditionnellement, le food and beverage, l'agroalimentaire traditionnel, la santé aussi peut-être, et quand on regarde en relatif par rapport au reste du marché, ce sont des segments qui ont sous-performé comme jamais peut-être cette année. Depuis 2 ans à peu près, je pense que c'est un segment de marché qui a dû sous-performer de 30% le reste du marché. Donc c'était vraiment un perfect storm pour ces secteurs globaux. Pour donner quelques explications, les éléments négatifs, le dollar, ils se sont pris en plein dans les dents parce que c'est des sociétés qui sont très exposées à l'international. Qui dit exposition internationale ou exportateur aux États-Unis dit tarif. Vous rajoutez ça au fait que les investisseurs s'étaient plutôt positionnés au moins au début d'année sur les valeurs domestiques pour contrecarrer ces 2 éléments-là et jouer le plan allemand. Donc voilà, donc c'est des secteurs qui étaient extrêmement complètement défavorisés. Et après, il y avait aussi des sujets qui étaient spécifiques à chacun des secteurs, notamment dans la partie agroalimentaire. Il y avait des grosses questions sur la bonne tenue du consommateur américain, la K-shape économie dont on a parlé tout à l'heure, je crois. Donc voilà. Néanmoins, quand on fait le bilan aujourd'hui, moins 30 de sous-performance en 2 ans, des valorisations relatives qui sont à moins 2 écarts types par rapport à la moyenne historique. Et quand on regarde donc un momentum de révision bénéficiaire, donc derrière ce gros mot, qu'est-ce qu'on veut dire, c'est la manière dont les analystes révisent les bénéfices sur ces secteurs-là. Depuis 3 ou 4 mois, elle n'est pas divergente du reste du marché. D'accord. Donc on pense, en étant sélectif, envie plutôt, et on l'a fait dans les portefeuilles chez Edmond de Rothschild, de revenir sur certains pans du secteur. Donc on a refait un peu de luxe, on a refait un peu de santé, on a refait encore très récemment d'agroalimentaire. Tout simplement pour diversifier un petit peu nos expositions. Et encore une fois, le marché est sans doute allé trop loin en termes de sanctions sur un certain nombre de valeurs. On a évoqué tout à l'heure Relex dans les médias, c'est l'archétype de la valeur qualité, et avec l'IA, tout le monde se dit que Relix, ils vont faire faillite. Alors Relix, c'est britannique, ça, je dis pas de bêtises, c'est du data services, c'est ça, typiquement juridique, légal, mais petite partie de leur activité liée au data services dans le légal, si j'ai bien compris. Non, ça c'est significatif. Alors autant pour moi, mais le marché a considéré que ce serait un perdant de l'IA. Le marché s'est dit qu'au lieu d'utiliser les produits de Relix, je pourrais poser la question directement à ChatGPT qui me coûtera rien. Mais sauf qu'à chaque fois, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Sauf qu'ils ont quand même un historique de données qui a un peu de valeur, j'imagine. Voilà, c'est ça. Donc le marché a été très loin. Donc typiquement, Relix, finalement, elle avait souffert de ce bashing IA plus tard que les autres, qu'un Publicis, par exemple. Donc elle n'a pas encore rebondi, mais sur Publicis ou Capgemini, voilà. C'est des signaux comme ça qui sont quand même intéressants. Qui nous font montrer que oui, il y aura sans doute beaucoup plus de discrimination sur l'IA. En gros, l'IA, l'approche du marché, c'était de dire il y aura des secteurs winners et des secteurs losers, et je vends tout, j'achète tout. Et en fait, on est peut-être dans la deuxième phase où, au sein de chacun des secteurs, là, le marché est en train de se dire il y aura des boîtes plus agiles que d'autres au sein d'un même secteur. Selon 2 angles. Donc l'angle gain de productivité qu'on a évoqué. Et après, un autre gain, c'est ce qu'on appelle le time to market. C'est que ça va permettre aux sociétés de développer des produits et services plus rapidement que leurs concurrents et donc potentiellement de gagner des parts de marché. Donc là, on est dans une phase d'un peu de maturation de cette thématique IA, ce qui crée des opportunités.
Un mot des taux obligataires pour finir, peut-être, Elias. Est-ce que dans les réponses que vous avez recueillies auprès des investisseurs institutionnels, est-ce qu'ils sont à l'aise avec les courbes de taux telles qu'elles sont dessinées et pentues aujourd'hui? Est-ce qu'ils jouent encore plus de pontification? C'est quoi les perspectives qu'on peut avoir de ce point de vue-là? C'est là où le bas blesse, je dirais. C'est parce que les investisseurs pensent que les taux vont monter. On a la plus forte conviction depuis 2022 que les taux longs vont monter et que les courbes des taux vont être de plus en plus pentues. Et en fait, c'est là où nous, dans mon équipe, on prend un peu de recul avec l'enquête de la Fund Manager Survey, parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que les actifs risqués, est-ce que cette exubérance, un peu cet optimisme, fera face supportera un environnement où les taux longs seraient au-dessus de 5%. J'y crois pas. Taux long, c'est quoi, 30 ans? 30 ans, typiquement. Un taux long américain à 30 ans au-dessus de 5%, c'est souvent en fait la ligne rouge des policymakers aux États-Unis, parce qu'à 30 ans... C'est ce qui déclenche le taco de trade, c'est ça, pour dire les choses. Donc nous, on dit que systématiquement, lorsque la dette américaine atteint 30 ans, le 30 ans atteint 5%, il faut acheter. Et on pense qu'à partir de là, la macro étant beaucoup moins en fait résilient que ce que les investisseurs pensent, on pense qu'il y a effectivement beaucoup de valeur dans tout ce qui est sensible au taux d'intérêt, les secteurs sensibles au taux d'intérêt, typiquement home builders et typiquement aussi consommateurs américains. Proxy bonds. Merci beaucoup, on s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup pour vos éléments d'analyse, vos perspectives et ces questions ouvertes pour 2026 avec Elias Gallou, Bank of America Global Research, Guillaume Laconi, Edmond Rothschild Asset Management et Pierre-Alexis Dumont, Sycomore Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est justement le palmarès de la gestion thématique au terme de cette année 2025. En tout cas, les grandes thématiques qui sont présentes dans les marchés que nous analysons chaque mois avec les équipes de Galilée Asset Management. Quelles ont été les grandes thématiques positives cette année? Quelles ont été les thématiques en retard? Nous faisons le point avec Ronnie Michalid, président de Galilée AM. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Qui est venu avec un gérant des équipes de Galilée Asset Management, Antoine Rob. Bonsoir Antoine. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là, tous les deux, pour ce palmarès. On va voir les tops et les flops de l'année, mais un mot peut-être déjà de l'ambiance en cette fin d'année pour les 25 thématiques. C'est ça que vous analysez avec les outils propriétaires, le codex des thématiques notamment. On raconte ça tous les mois. Ronnie, c'est quoi un peu le message général de cette fin d'année? Alors, à l'image de 2023 et 2024, on a une année qui est plus croissance. Les thématiques croissance performent mieux de manière générale. Et c'est dû à plusieurs facteurs. Déjà, la baisse des taux. On a eu 3 baisses de taux l'année dernière, 3 baisses de taux cette année. On en attend 2 pour l'année prochaine. Donc ça, c'est vraiment un facteur qui favorise les thématiques croissance, bien sûr. Mais aussi, on a des meilleures données macroéconomiques, avec un PIB un petit peu meilleur qu'attendu, des PMI qui sont aussi en hausse. Et donc ça, bien sûr, ça a favorisé évidemment les thématiques autour de la croissance. Ensuite, on a aussi l'essor de l'IA qui, bien sûr, va favoriser les thématiques autour de la tech, comme le cloud ou encore des thématiques plus paiements digitaux, des thématiques qui tournent autour de la tech. Et on a des partenariats qui ont été noués entre OpenAI et NVIDIA, entre NVIDIA et Synopsys, vous savez, le leader des logiciels de conception de puces. Et donc tout ça, ce sont évidemment des facteurs qui favorisent les thématiques croissance. Mais attention, certaines thématiques value se sont glissées quand même dans le palmarès, en tout cas dans le top 10. Et on a quand même une année qui est pas non plus à 100% sur la croissance, mais un petit peu aussi sur la value. Ouais, on l'a vu en Europe. Et globalement, sur 25 thématiques, quelles sont celles combien il y en a qui ont bien fait, de votre point de vue, Ronnie? Alors, il y en a 10 qui surperforment le MSCI World, mais elles le surperforment beaucoup. C'est-à-dire, si on prend le palmarès, par exemple, la thématique exploration spatiale, plus 56%, versus la performance du MSCI, c'est quand même beaucoup plus. Et les thématiques qui sont en dessous, elles sont un petit peu en dessous. Je comprends, il y a une forme d'asymétrie, c'est un peu en marge d'escalier. Quand il y a la surperformance, c'est massif. Quand ça sous-performe, ça reste léger par rapport à l'indice de référence mondiale, en l'occurrence. Tout à fait. C'est ça.
Bon, bah, allons-y. Exploration spatiale, Antoine. Donc, c'est le haut du podium, la première place sur le podium, avec une perf de plus de 55% depuis le 1er janvier. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette thématique, Antoine? On peut dire que c'est une deuxième année sur le podium. Déjà, l'année dernière, c'était la meilleure thématique de 2024, avec plus 42%, plus 56% cette année. C'est vraiment une thématique qui reste en vogue aux yeux des investisseurs, qui est assez récente. On n'en parlait pas autant il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est une thématique qui profite, on va dire, des forces d'investissement des États. Les États vont plus directement aller dans la NASA, dans l'ESA, ils vont passer par des acteurs privés. Ça apporte des flux, ça apporte une pérennité dans les contrats aussi, ça apporte finalement, ça permet à de nombreux acteurs d'émerger. Donc on a tout un écosystème qui est en train de se construire et qui profite de cette dynamique. On a des changements structurels aussi, on n'a plus seulement l'espace pour aller sur diverses planètes, on a des besoins de télécommunications, de réseaux 5G, d'imagerie aussi. Je pense à Planet Lab qui, avec des nanosatellites, vont être capables de modéliser la Terre pour faire des études de topographie, d'hydrographie. Planet Lab, c'est quand même plus 350% depuis le début de l'année, c'est énorme. De manière générale... Ah bah c'est les promesses, ça. Oui, mais bien sûr. On a beaucoup, voilà, c'est vrai. C'est des valeurs, on achète le futur. C'est sûr. Bon, de manière générale, les fondamentaux sont quand même bons. Croissance du chiffre d'affaires attendu sur les 3 prochaines années, 9% par an. Pour la thématique? Pour la thématique, dans sa globalité. On regarde la moyenne des acteurs, des sous-jacents. Pour les bénéfices par action, on a 13% par an. On a des acteurs très typiques. Rocket Lab dans les lanceurs, c'est du 20%, voire du 40% attendu par an dans les prochaines années. Donc, de manière générale, on a une thématique qui est devenue, excusez-moi pour le jeu de mots, mais un univers d'investissement à part entière et qui profite de cet engouement, de cette nouveauté et puis de l'actualité. On a l'IPO aujourd'hui de SpaceX l'année prochaine. Exactement. On verra combien ça pèse dans la thématique exploration spatiale, mais ça peut faire exploser tous les compteurs et tous les ratios effectivement de mesure de cette thématique. La thématique qui arrive juste après, mais vraiment coude à coude, Ronnie, c'est la thématique des énergies propres. Qui signe un peu son retour quand même. Exactement. On était un peu sur courant alternatif, on va dire, pour cette thématique. Il y avait eu la bulle green qui s'était dégonflée un peu violemment. Absolument. En fait, et là, on revient un peu dans le jeu, quoi. C'est le retour en grâce, clairement, de cette thématique que personne n'attendait, puisque après l'élection de Donald Trump, on pensait effectivement qu'il allait couper les budgets, etc. Mais en fait, ce qui a sauvé un petit peu cette thématique, c'est que l'IA génère une demande d'énergie qui est très importante. Et donc, du coup, le Congrès américain, même s'il y a certains avantages fiscaux qui ont été supprimés, etc., n'a pas coupé les fondamentaux de cette thématique, loin de là, puisque on a effectivement toujours besoin de plus d'énergie, et notamment avec le développement de l'IA et de tout ce qui est autour de l'IA, bien sûr. Donc, évidemment, une super performance en 2020, plus 132%. C'était la meilleure performance de toutes les thématiques qu'on regarde depuis des années. Voilà. Et après, beaucoup plus compliqué. Et globalement, cette année, on a retour en grâce. Alors, plus 51%. L'année dernière, on n'était pas non plus catastrophique. On était à moins 13, mais c'était une bonne année. Voilà. Moins 22 l'année d'avant encore. On peut dire aussi que c'est centré aussi sur l'idée que 90% des nouvelles usines, enfin de l'augmentation nette de la capacité électrique, c'est renouvelable aujourd'hui. Donc vraiment, on investit là-dedans. Bon, et ça se paye pas cher. Alors voilà, c'est ça. On n'est pas revenu sur les niveaux de valo de la bulle, bien sûr. Il y a une normalisation des ratios de ce point de vue-là. On était à 40 fois, on n'est plus qu'à 20 fois. Ça se paye moins cher que la MSCI World. Le retour donc des énergies propres dans le haut du palmarès au terme de cette année 2025. Et puis sur la troisième marche du podium, Antoine, si je puis dire, donc le thème des mobilités du futur, mobilité au pluriel, peut-être un thème qu'il faut un peu préciser d'ailleurs. Oui, alors on a 3 grandes familles dans cette thématique. On va avoir les constructeurs tels qu'on les a toujours connus, les Renault, les Volkswagen, les Stellantis, qui ont eu un début d'année un petit peu délicat. On se rappelle au premier semestre, on avait des craintes sur les dépenses discrétionnaires. En face, on avait des investissements colossaux pour répondre à des nouvelles normes européennes, que ce soit sur la sécurité, sur l'environnement. Parallèlement, en plus de tout ça, on a eu des mesures protectionnistes avec les droits de douane aussi au premier semestre. Donc un premier semestre délicat. Ça allait un petit peu mieux sur la deuxième partie de l'année. Deuxième grande famille, les disrupteurs, donc plutôt les acteurs de véhicules électriques qu'on ne connaissait pas avant,
principalement asiatiques. Je pense à BYD pour le plus connu, mais il y a aussi Li Auto, il y a aussi Xpeng, il y en a beaucoup, qui eux, pour le coup, ont eu une deuxième partie d'année plus compliquée. On a une contraction des ratios de valorisation. Et là où la thématique devient intéressante et on touche pas mal de secteurs, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui vont aider ou qui vont apporter finalement une plus-value dans l'IA, encore une fois, dans la connectivité, dans les équipements. Je pense à Forvia, qui est un acteur français qui fait plus de 50% depuis le début de l'année, rentre dans cette thématique. Tous les acteurs aussi dans le stockage de l'énergie, je pense à Delta Electronics, qui est un acteur taïwanais dans la gestion d'énergie. En Amérique, on a QuantumScape, qui va faire des batteries à lithium pour véhicules électriques. Et c'est des performances. QuantumScape, c'est plus 130% depuis le début de l'année. Donc, voilà, c'est très... il y a beaucoup de disparités de la thématique, mais dans sa globalité, ça a été une belle année. Effectivement, plus de 30% de performance. On en vient au flop 2025. Ronnie, alors intéressant, parce qu'il y a, dans les 3 flops que vous avez sélectionnés, il n'y a qu'une seule thématique qui affiche une performance négative. On revient un peu à ce qu'on disait, même ceux qui ont sous-performé affichent quand même des performances positives. On est autour de 5% de performance. Alors pour les thématiques du défi alimentaire et de l'économie du sport, alors défi alimentaire, c'est à peine 5% de performance, si je puis dire, sur cette année. Effectivement, un thème très défensif, qui sous-performe, quoi. Tout à fait. En fait, pour cette thématique, elle avait bien fonctionné quand il y a eu le conflit russo-ukrainien, qui avait eu des pénuries de denrées, le blé, le maïs, l'huile de tournesol, tout ça. Et puis finalement, le marché s'est hyper rapidement adapté. Et puis, les fondamentaux sont vraiment retombés, notamment pour l'agribusiness, tout ce qui est agribusiness. Je ne parle même pas de la crise agricole en France. On a eu des manifestations aussi dans plein de pays d'Europe, en Grèce à l'époque. Et la thématique, elle a été impactée de plein fouet par les droits de douane en avril. Ça va un peu mieux avec Donald Trump qui a signé récemment un moratoire sur les droits de douane, notamment avec la Chine. La Chine s'est engagée à acheter du soja, bien sûr. Et il y a une suppression des droits de douane sur pas mal de denrées, le poulet, le blé, le maïs, qui sont quand même des produits agricoles. Mais bon, tout ça, ça reste fragile. Alors là, pour le coup, Grégoire, je viens avec des thématiques pour ma part qui se payent pas très cher par rapport à l'exploration spatiale. Celle-ci, c'est 15,4 fois. Donc on est largement en dessous du pays du MSCI. Directé, effectivement, quand on regarde cette thématique autour de l'alimentaire et du défi alimentaire. L'économie du sport, qu'on retrouve également en bas de classement, Antoine, qu'est-ce qui explique cette sous-performance pour la thématique là? Bon, il y a 3 grandes raisons. Une première, déjà, vous en parliez, on a une rotation des actifs sectoriels. On est allé plutôt vers la croissance cette année. On a eu quelques baisses de taux ces dernières années, donc ça aide. Et les thématiques comme l'économie du sport ne sont pas complètement value, on est plus blend, mais voilà, ne sont pas les privilégiés dans les portefeuilles des investisseurs. Deuxièmement, une fois n'est pas coutume, l'impact des droits de douane. Ce sont des acteurs qui produisent principalement en Asie, donc forcément fortement impactés. Et voilà, finalement, quand on rajoute à cela la baisse de la consommation, on a des entreprises dont les résultats, dont les chiffres d'affaires et les marges ont été fortement impactés. Puma, qui, dès le 4e trimestre 2024, avait fortement déçu, moins 23% le jour de la publication, et a continué de dégringoler au fil de l'année. On est à moins 50% year-to-date. Adidas, c'est pareil, a du mal. Bon, ça va un peu mieux en cette fin d'année, mais... c'est des poids lourds, quoi. Voilà, on voit que les gros mastodontes ont du mal, et puis Adidas est pénalisé et perd 30% year-to-date. 30 secondes sur la filière bois pour garder un peu de temps pour parler de 2026, Ronnie. Filière bois, d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est une thématique qu'on a explorée avec vous. Moins 6,5%, mais peut-être que ça vaudra le coup d'en parler et d'en faire un quart d'heure thématique plein pour expliquer. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans cette filière bois là? Absolument. Alors, concernant cette, on va dire, économie du bois, franchement, effectivement, 30 secondes, ça suffit, puisque ça a très mal marché ces dernières années. C'est pas des performances catastrophiques. Moins 2 l'année dernière, cette année encore moins 5. Donc, il y a en fait une surproduction de bois qui fait que, bien sûr, la demande est supérieure à l'offre. L'offre est supérieure à la demande, bien sûr. Surcapacité. Et donc, surcapacité qui vont faire que, on a une faiblesse
parce que la construction est en berne aussi. L'indice des nouvelles mises en chantier, c'est moins 25% depuis 5 ans. Donc, ouais. 30 secondes, Antoine, pour mettre en perspective et en valeur une thématique là, pour démarrer 2026. Vous avez choisi Cloud et IoT. Exactement, on a choisi le cloud. Alors, en tant que bon gestionnaire, on n'en mettra jamais qu'une seule thématique. Mais si on se concentre sur celle-là qui change un petit peu de l'IA comme on l'a connu, ça reste un pilier très important aujourd'hui dans les nouvelles technologies, parce qu'il y a des mastodontes à l'intérieur, des hyperscalers, on a aussi des produits, des SaaS, je pense à Datadog, très intéressant comme valeur, des valeurs très intéressantes, mais surtout, on peut voir sur le graphique du PI, on a un PI qui est moins élevé qu'en moyenne de ces dernières années. On a 26 contre 29 ces dernières années. Alors, ça reste plus cher que le marché, mais quand le marché, lui, a une tendance à s'apprécier, la thématique à stagner. Le chiffre d'affaires, incroyable, on attend 11% de croissance sur les 3 prochaines années pour la thématique, 24% pour les bénéfices par action. Elle fait partie des meilleurs, donc ça reste une très belle thématique. On aura l'occasion d'en reparler en 2026. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venus nous présenter ce palmarès des thématiques. Ronnie Michali et Antoine Robe, Galilée Asset Management dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.